Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast de la Kimpa Vita, un espace féministe de réflexion et de transmission pour mieux comprendre l'Afrique, son histoire, ses figures et surtout celles qui la façonnent. Je suis Elena et je suis ravie d'être l'hôte de cette nouvelle saison. Aujourd'hui, on va explorer un sujet central de cette saison, le corps féminin comme espace de contrôle social. Parce que nos corps, ceux des femmes, et en particulier ceux des femmes noires, sont trop souvent sous haute surveillance. Ils deviennent le terrain de tout jugement, de toutes les attentes. Nos manières de marcher, de parler, de nous habiller, de danser, tout peut être scruté, interprété, condamné. Chaque geste, chaque choix peut être perçu comme une provocation, une transgression. C'est cette réalité qu'on veut interroger aujourd'hui. Pourquoi tant de contrôle sur nos corps et surtout comment s'en libérer? Au Sénégal, comme ailleurs, le corps des femmes est fréquemment le lieu où s'exercent les règles morales, religieuses et politiques. Il devient un espace où se joue la réputation, l'honneur, mais aussi la résistance et la liberté. Pour en parler, j'ai le plaisir immense d'accueillir Awa Diop, sociologue et chercheuse, qui a consacré sa thèse à un sujet passionnant, les féminités transgressives au Sénégal. Dans son travail, Awa analyse comment certaines femmes, par leur apparence, leur danse, leur prise de parole, viennent déranger l'ordre établi. Mais elle montre aussi comment ces figures, parfois qualifiées de scandaleuses, peuvent devenir des actrices de transformation sociale. Aujourd'hui, avec Awa, on va essayer de comprendre pourquoi le corps des femmes est-il un espace de contrôle social. Qui sont ces femmes qui dérangent et pourquoi? Et surtout, est-ce que ces corps qu'on surveille peuvent aussi devenir des espaces de liberté et de pouvoir? Restez avec nous, la discussion s'annonce passionnante. Bonjour Awa. Bonjour Elena. Est-ce que tu voudrais te présenter, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Awa Diop, je suis sociologue de formation et actuellement, je suis chercheur à l'IFAN, Cheikh Anta Diop, à l'Université de Dakar. Et je suis ravie, en fait, de participer à cette activité. Merci Awa. On va entrer directement dans le vif du sujet. Alors, ma première question, ce serait pourquoi as-tu choisi de travailler sur le corps féminin et les féminités transgressives au Sénégal? Bon, c'est une très longue histoire, parce qu'à l'époque, j'étais en train de faire ma thèse de doctorat à l'Université de Bordeaux. Et à la base, je voulais travailler sur la scolarisation des filles, la sociologie de l'éducation. Et justement, dans ce travail-là, j'étais en train de discuter avec divers profs de l'Université de Bordeaux. Et pendant nos discussions, je me suis questionnée en fait sur la possibilité de faire une thèse sur des dynamiques sociales contemporaines et qui pouvaient bien nous renseigner par rapport à ce qui se passe au Sénégal en matière de reconfiguration des rapports de genre, mais également des imaginaires qui sont construits autour des corps féminins. Et justement, cette réflexion-là, finalement, m'a amenée à me poser la question sur qu'est-ce qui se passait dans la sphère publique sénégalaise en termes de visibilité des femmes, notamment des corps féminins. Comment les corps féminins se donnent à voir dans la sphère publique sénégalaise. Ironie du sort, à cette époque, il y avait un ensemble de scandales qui mettaient en cause des femmes. Et c'était des scandales qui étaient liés à la décence vestimentaire, au port vestimentaire, à des danses qui sont perçues comme hyper sexualisées, à des contenus de chansons qui sont vus comme hyper érotisés, mais également à des figures qui ne rentraient pas dans les normes en fait, définies par la société sénégalaise en matière de comment la femme doit être dans l'espace public, quel type de comportement doit être valorisé chez la femme, quelles sont les attentes sociales, qu'est-ce qu'on attend réellement des femmes, notamment quand elles doivent sortir dans les espaces publics. Et cette réflexion m'a aussi conduit à regarder un ensemble de corpus de scandales qui s'étaient déroulés début des années 2000
jusqu'en 2010, 2011. Justement, je me suis dit, ça pourrait être un bon terrain en fait pour vraiment réfléchir sur les questions de qu'est-ce que la société attend par rapport au corps féminin et comment aujourd'hui les perceptions peuvent changer par rapport à comment ce corps-là, ces corps, se donnent à voir dans les espaces publics. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient bien nous dire sur les normes sociales, mais également sur les transgressions et les réactions sociales surtout. Et pour cela, je me suis lancée vers cette thèse en me disant la première chose, ça va être de réfléchir sur un ensemble de corpus, de pouvoir les analyser, analyser les réactions médiatiques, les réactions des entrepreneurs moraux, et aussi donner la parole à ces figures-là qui sont perçues comme scandaleuses, qui sont perçues comme transgressives. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire sur ça? Je me disais à l'époque, est-ce qu'elles revendiquent quelque chose? Est-ce qu'il y a une bravade militante contre le genre? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi elles font ce qu'elles font? Et le niveau de conscience de comment elles sont désignées comme telles. Ça aussi, c'était des questionnements tout de suite qui me semblaient hyper importants en fait. Et je me disais, ça peut être réellement producteur de connaissances, d'autant plus que c'est une forme d'analyse qui va partir par le bas. Et je pense qu'il pouvait aussi renseigner de beaucoup de choses, de phénomènes de banalisation, de routinisation par rapport à des pratiques sociales, par rapport à des réactions qu'on peut avoir sur les pratiques en elles-mêmes. Et c'est pourquoi, en fait, j'ai décidé vraiment de travailler sur cette question en me disant que je vais faire une sociologie des marches. J'ai envie de m'intéresser à cette sociologie-là parce que d'habitude, on avait beaucoup l'habitude de lire une sociologie classique qui s'intéressait à la sociologie de l'éducation, de la jeunesse, de l'environnement. Et moi, je me disais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, à l'époque et actuellement encore, dans la société sénégalaise et qui me semblent sous-étudiées, sous-analysées. Donc, ce qui fait que j'ai atterri voilà, sur cette recherche-là. Tu en as un peu parlé, mais est-ce que tu peux revenir sur comment tu t'y es prise pour étudier ce sujet dans un contexte sénégalais qui est assez sensible? Donc, tu dis que ta période d'études, ça a été de 2000 à 2010. Tu as fait un peu une revue de tout ce qui a été fait dans les médias. Tu as interrogé les figures féminines en griffe transgressive. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ta méthodologie? La méthodologie, je pense que déjà, il faut signaler quelque chose, c'est que le corpus sur lequel je me suis intéressée, c'était à partir de 2000, 2001 jusqu'en 2010, 2011. Mais la thèse, je l'ai faite sur la période 2008-2012. Donc, c'était ça la période où j'ai fait cette recherche-là. Donc, ce qu'on a fait en premier lieu, évidemment, c'était de visiter ce qui se passait en matière de scandale au Sénégal. Et on avait fait une revue même théorique par rapport à qu'est-ce qui est considéré comme scandale au Sénégal. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce qu'on voyait plus dans la théorisation, c'était par rapport aux scandales politiques. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était des scandales de mœurs, des scandales sexuels. Donc, on a aussi vu un peu qu'est-ce qui se passait dans la littérature en général en matière de scandale. Qu'est-ce que c'est qu'un scandale d'ailleurs? Et puis souvent voir les autres termes qu'on pouvait associer ou qu'on pouvait accoler à la notion de scandale, c'est-à-dire la notion d'affaire, la notion de commérage. Et ça nous semblait être des moments théoriques très forts pour vraiment nous positionner par rapport à ce qu'on était en train d'analyser. Après cela, on a aussi mené pas mal d'entretiens au niveau du Sénégal avec les différentes parties prenantes. Et quand je parle de parties prenantes ici, c'était plus avec les femmes qui sont désignées comme telles, qui sont perçues comme scandaleuses à travers des scandales qui ont eu lieu. Après cela, on a aussi eu pas mal d'entretiens avec les acteurs médiatiques. À l'époque, c'était plus une presse people et c'est vrai que c'était déterminant dans la mesure où c'était la presse people qui publicisait, qui médiatisait en fait ces scandales. Parce que ces scandales, dès l'instant que ce n'était pas médiatisé, ça restait à l'état de rumeur, à l'état de commérage. Mais dès que ça sort sur la sphère publique,
on pouvait les considérer comme des scandales et plus loin comme des affaires. Je pourrais y revenir tout à l'heure pour faire le distinguo entre ces termes-là. Donc les acteurs médiatiques nous semblaient hyper importants comme des acteurs qui pouvaient aussi porter un double discours. C'est-à-dire, ce sont ces acteurs-là qui mettaient à jour ces choses, ces faits incriminés. Et en même temps aussi, quand les personnes, les femmes désignées comme scandaleuses devaient se justifier, elles se retournaient vers ces médias-là pour apporter des éléments de justification, des éléments de reconstruction de la réputation. Aussi, il y avait les acteurs, ce que j'ai appelé les entrepreneurs moraux. Ce sont des acteurs aussi hyper importants dans le sens où ce sont ces acteurs qui portent le discours de la dénonciation, qui dénoncent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de voir encore. Aujourd'hui, quand il y a un fait scandaleux, ce sont des organisations qu'on peut largement appeler aujourd'hui des mouvements anti-genre qui vont porter un discours en fait pour dire il faut condamner. Je pense que même dans le réseau féministe récemment, on a eu, dans la mobilisation féministe même, j'allais dire, on a eu un cas comme ça, quand il s'agissait pour la mobilisation de dire qu'elles vont manifester nues, qu'est-ce que ça a produit en termes de dénonciation, de dire non, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter une telle mobilisation nue dans un contexte sénégalais, et ainsi de suite. Et ce sont ces acteurs-là qu'on avait appelés à l'époque des entrepreneurs moraux. Et dans les entrepreneurs moraux, on va avoir des communicateurs traditionnels, on va avoir des activistes nationalistes, parce que derrière aussi souvent, on va voir que la dénonciation va porter sur le discours autour de la nation, des valeurs nationalistes. On est un pays musulman, on est au Sénégal, un pays d'érudits, on ne peut pas se permettre d'accepter certaines pratiques, les femmes doivent être exemptes de critiques. Donc, toutes ces choses-là, je pense que c'est des arguments qui sont portés par les entrepreneurs moraux. Et dans la thèse, c'était aussi des acteurs qui étaient hyper déterminants parce que notre objectif, c'était d'avoir les discours de ces trois catégories d'acteurs. Les scandaleuses elles-mêmes, les acteurs médiatiques, mais également les personnes qui sont considérées comme les entrepreneurs moraux ou les dénonciateurs publics. Donc, après avoir eu une série d'entretiens, évidemment, on est passé par la phase d'analyse parce que l'idée, c'était de sortir de chaque catégorie d'acteurs, qu'est-ce qui les motive en fait? Qu'est-ce qui motive les scandaleuses à faire ce qu'elles font? Comment sont-elles devenues ce qu'elles sont? Comment elles arrivent à porter ces étiquettes-là de femmes scandaleuses? Comment elles arrivent aussi à négocier avec les normes sociales? Est-ce qu'elles se désignent comme féministes? Est-ce qu'elles sont dans une logique de dire on est contre les normes sociales, on va les titiller, on va les contourner, on va les bousculer pour donner autre chose? Tout ce questionnement-là, je pense que c'était important pour nous quand on mène les entretiens avec les scandaleuses de pouvoir faire ressortir ça. Et avec les acteurs médiatiques aussi, comme je l'ai dit, comment ils arrivent à avoir accès à ces informations-là? De telle personne a fait ceci, ce sont des filles qui ont dansé nues en public. Comment ces faits-là arrivent même à atterrir dans l'espace même médiatique? Et comment aujourd'hui ces acteurs peuvent se positionner quelquefois en dénonciateurs et quelquefois aussi en moralisateurs et quelquefois aussi en défenseurs de ces femmes? Et aussi pour les acteurs moraux, on a posé la même question. L'idée pour nous, c'était d'avoir aussi les logiques d'action qui sont autour de la phase de dénonciation. Pourquoi ils dénoncent? Pourquoi ils parlent de valeurs morales? Dans un contexte où on sait que c'est des moments tellement mondialisés, c'est des contextes tellement globalisés, diasporisés, pourquoi ils tiennent tant à ces valeurs-là qui sont dites nationalistes, à ces valeurs-là qui sont dites qu'on ne doit pas toucher? Et puis, je pense qu'en faisant les entretiens aussi, c'était une façon de contrebalancer les différents discours, d'avoir plusieurs niveaux de discours et de pouvoir aussi apporter de la matière à ce qu'on était en train d'analyser en termes de pratique. Ce qui m'a beaucoup tiqué aussi, c'est la posture que tu as prise en faisant ces différents entretiens. Donc, tu as fait les entretiens avec, comme tu as dit, les scandaleuses,
les médias et les moralisateurs, et tu as adopté une posture assez particulière devant toutes ces parties prenantes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as dit, par exemple, que tu étais d'affiliation mouride, que tu étais mariée, et tu expliquais que tu as dit tout ça pour pouvoir, pour ne pas avoir de blocage, pour te faire entendre, pour qu'on te prenne plutôt au sérieux? Je pense que le genre, c'est quelque chose qui va forcément intervenir quand on fait les entretiens. C'est une réalité. Et au-delà même, il y a d'autres critères qui peuvent intervenir. Aujourd'hui, en tant que chercheur, je sais que si je pars à Tivaouane, à Touba ou chez les Layènes, habillé d'une certaine façon, vouloir accéder à des données, ça peut être compliqué. Mais pour la phase d'acceptation, pour la phase d'avoir accès même aux ressources que l'on recherche, je pense qu'il était important dans des contextes d'avoir ce qu'on appelle dans la recherche même une certaine forme d'appareillage symbolique. Comment aujourd'hui on peut mobiliser à la fois un port vestimentaire spécifique et dans certains contextes même il y a un argot très spécifique qu'il faut maîtriser, il y a une façon de parler qu'il faut peut-être arborer et puis il y a aussi des étiquettes qu'il faut savoir porter à un certain moment donné pour ne pas en fait biaiser même la relation d'enquête. Parce que justement, je ne pouvais pas partir, par exemple, dans une cité comme Touba, vouloir enquêter des acteurs religieux, être en pantalon, le fait de dire je ne suis pas mariée à l'époque, je vis seule en France, ça pouvait aussi être des freins même à la phase d'acceptation. Je pense que j'étais obligée d'arborer cet appareillage symbolique pour pouvoir rentrer en fait dans les normes qui sont même attendues des femmes finalement. Parce qu'à l'époque, j'étais jeune, je m'habillais en jean, j'étais dans ma jeunesse. Et puis, je n'étais pas encore mariée, mais comme je vivais en France à l'époque, j'avais juste peur aussi d'être jugée par rapport à ça. Et c'était aussi ma façon de bricoler une identité pour pouvoir accéder à ce terrain-là qui était quand même assez difficile. Et le simple fait de dire je travaille sur les femmes scandaleuses, quelquefois ça posait problème. Pourquoi tu travailles sur ces femmes-là? Qu'est-ce qu'elles vont t'apporter? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Y compris même dans le milieu de la recherche. Il m'est arrivé d'être avec des collègues, qui me sortaient carrément ces réflexions. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce sujet? Pourquoi tu travailles avec ces femmes? Comment tu vas accéder à ces femmes? C'est hyper difficile. C'est comme aujourd'hui, quand tu as envie de faire une recherche sur les travailleuses du sexe, on va te dire, mais comment tu vas les rencontrer? Sur d'autres groupes vulnérabilisés, on va te dire tout de suite, mais comment tu vas faire pour avoir l'accès au terrain? Or, c'est juste des stratégies. En fait, je pense qu'il faut mobiliser de temps à autre pour pouvoir légitimer sa place même dans la collecte de données. Ok. Le titre de ta thèse, c'est Identité féminine transgressive au Sénégal, un rapport ambivalent à la globalisation. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu entends par féminité transgressive? En sachant que je pense que féminité transgressive, tu associes ça aussi à scandaleuse. Donc, qu'est-ce qu'un scandale? Je pense que tu as fait la différence dans ta thèse entre scandale, affaire et commérage. Donc, qu'est-ce qu'un scandale et qu'est-ce que tu entends par féminité transgressive? Je pense que à la base, ce qui est très important aussi pour moi de faire, c'est le distinguo là dont tu as parlé et j'en ai parlé dans la thèse. C'est la notion d'affaire, de scandale et de commérage. Parce que souvent, ces affaires comme ça commence toujours par une petite rumeur. Il paraît que telle personne a fait ceci, les informations ont relaté telle chose, et souvent ça reste en fait, on peut dire dans le stade de quelque chose qui est assez circonscrit. C'est pas encore rendu public. Une fois que ça passe cette phase-là en devenant public, par exemple, saisi par les médias, les gens en parlent, c'est rendu public, c'est médiatisé, on va vers le scandale. Et souvent dans le scandale aussi, c'est pratiquement tout le monde qui condamne. On voit que la condamnation prend quelquefois, très souvent, un sens unique. C'est tout le monde qui dit c'est quelque chose de scandaleux, c'est quelque chose qu'il faut condamner. Et on voit que l'indignation est quelque chose en fait qui prend un seul sens.
Alors qu'il peut arriver dans le scandale des moments où tout le monde n'est pas convaincu, en fait, qu'il y a des mouvements de scission. Et ça se passe toujours comme ça. On voit que quand il y a un scandale, il peut y avoir des mouvements de mobilisation et de contre-mobilisation. Tout le monde n'est pas forcément convaincu de, voilà, cette chose-là fait scandale. Et souvent, on peut avoir une scission dans les mouvements de mobilisation. Et si on arrive à ça, on va plutôt vers la notion d'affaire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mouvements, en fait, à l'intérieur même des schémas d'indignation. Je pense que même au Sénégal, on peut donner des exemples. C'est ce qui s'est passé avec le projet de mobilisation NU. Tout le monde n'était pas convaincu. Peut-être qu'il faut remettre un contexte. Donc, oui. Il y a des féministes qui ont proposé de manifester NU pour protester contre les violences faites aux femmes. Ouais. Ça fait scandale. Et après, c'est devenu une grosse affaire. Il y a des féministes qui ont été convoqués à la brigade des mœurs parce que les agents moralisateurs ont dit que c'était pas dans notre culture. Exactement. Merci beaucoup pour cette mise en contexte. Et justement, pendant ce scandale-là, au début, tout le monde a dit non, ça c'est pas possible que les femmes manifestent nues. Mais après, au fil du temps, on a vu qu'il y avait comme des mouvements en fait qui cherchaient un peu à défendre les femmes en disant nous sommes dans un pays laïque, il y a la question des libertés individuelles qu'il faut aussi prendre en compte, elles sont aussi libres, y compris même dans le mouvement féministe. On a vu voilà, comme une scission des personnes qui étaient d'accord, d'autres qui n'étaient pas d'accord. Et souvent même ce scandale-là, j'allais dire, prenait du temps, on allait davantage voir la schématisation même des mouvements. Ça allait beaucoup plus être schématisé. Et puis, je peux aussi prendre l'exemple de Goody Town, Yëngal Down. Ça fait longtemps, c'était en 2007. Mais à l'époque aussi, c'était le même schéma. On avait une grosse mobilisation autour de il faut fermement condamner, il faut les emprisonner, il faut donner un exemple fort. Il ne faut pas qu'on permette à des femmes de danser nues comme ça dans une boîte de nuit, devant des étrangers, devant des hommes. Donc, il faut les condamner. Ça, c'était la grande mobilisation. Mais à côté, on a eu une contre-mobilisation qui disait que c'était dans un espace privé. Elles avaient quand même le droit de danser. Il faut plutôt condamner la personne qui a sorti les vidéos, qui a mis ça sur la place publique. Et c'était une scission extraordinaire où on voyait à longueur de journée au niveau des médias justement cette division même dans l'indignation. Et justement, dans la thèse par identité transgressive, moi j'ai voulu nommer plutôt des exemples de figures féminines qui sont souvent très connues dans la sphère publique et qui étaient en marge en fait des normes de ce que la société définit pour les femmes, de ce que la société en fait dit, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans la société sénégalaise. La femme sénégalaise doit se comporter comment en termes de port vestimentaire, qu'est-ce qu'on attend, en termes de décence publique, qu'est-ce qu'on attend, en termes de qualité esthétique, qu'est-ce qu'on attend. Et ces femmes-là, on a vu qu'elles étaient carrément en marche de ce que la société a posé en termes de normes. Parce qu'on sait que c'est des normes qui sont très policées, si je peux le dire ainsi, qui sont très contraignantes quelquefois en matière de définition des féminités. Et ces femmes-là, c'était comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était des femmes qui s'étaient beaucoup montrées à travers des danses érotiques publiques, des vidéoclips qui étaient très érotisés. C'était des femmes qui avaient sorti des chansons avec des paroles assez subjectives. C'était des femmes qui s'étaient illustrées dans des faits de bigamie, qui étaient mariées à un homme avant de divorcer. Elles avaient un autre mari. Et ça aussi, ça faisait partie en fait de ce schéma-là. Il y avait aussi des exemples de femmes qui avaient manifesté un refus, si je peux le dire ainsi, par rapport aux injonctions de mariage. Et ce sont des figures de femmes ici qui ont été désignées comme des figures de la vieille fille. Et puis, il y avait aussi des femmes qui s'étaient beaucoup montrées aussi dans des attitudes comme ça envers des guides religieux, par exemple, en mettant carrément de côté tout ce qui est réserve attendue même des femmes, parce qu'on connaît tout ce carnaval-là qui consiste à dire les femmes doivent parler bas, ne doivent pas montrer leur autorité, surtout en présence des hommes.
Donc, toutes ces choses-là, on avait mis dans la catégorie identité féminine transgressive, c'est-à-dire des femmes qui étaient en marge de ce que la société définit comme comportement approprié aux femmes. Dans ta thèse, tu montres que le corps féminin est un espace de contrôle social. Tu viens d'en parler. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la société sénégalaise, quand on dit on est une femme, comme je l'ai dit tantôt, on sait qu'il y a quelque chose qui nous attend. On sait qu'il y a un ensemble de normes qui sont dessinées et c'est aussi valable pour les hommes, hein, mais peut-être c'est beaucoup plus fort chez les femmes. Le contrôle est beaucoup plus fort en fait quand il s'agit de comportements portés par des femmes. On sait qu'en termes d'habillement, c'est net. Il faut que l'habillement soit décent. Même si la personne ne va pas se voiler, mais quand même, l'habillement, c'est quelque chose, en fait, sur lequel on insiste souvent, c'est des apparences extérieures, certes, mais sur lesquelles, en fait, on met beaucoup l'accent. Et le fait de dire la femme doit aussi répondre à certains critères qui font qu'aujourd'hui, elle peut être appelée à être mère. Elle peut être appelée à être épouse. Je pense qu'il y a beaucoup d'attributs aussi qui concernent les injonctions liées à la maternité, liées au fait de devoir jouer un rôle de bonne épouse, de bonne mère. C'est des choses en fait qui comptent énormément dans la société sénégalaise et qu'aujourd'hui, une femme, en s'y conformant pas, risque en fait de se créer une mauvaise réputation, comme on l'a dit dans la thèse, ou même de porter des étiquettes sociales de façon très durable. Parce qu'une fois que c'est porté, on a même expliqué dans la thèse, on va voir que chez certaines actrices, une fois que l'étiquette sociale est portée, on a comme l'impression que c'est quelque chose qui suit la personne. On a eu des figures féminines, je ne vais pas citer de nom, mais des figures féminines comme ça, jusqu'à présent, elles portent en fait ces étiquettes-là. Une fois que tu es cité dans un scandale, on voit que c'est quelque chose aussi qui a tendance à se répéter. Et aujourd'hui, le contrôle social, en fait, qui pèse pour moi, c'est le fait que automatiquement, dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans les pratiques qui sont portées par des femmes, incarnées par des femmes, on va tout de suite convoquer la nation. On va tout de suite convoquer des valeurs morales. On va tout de suite être dans cette logique de vouloir moraliser la société. Et c'est comme si, en fait, le corps des femmes servait finalement à déterminer si la société, la morale est en bonne santé ou pas. Et justement, ça passe par un schéma d'idéalisation du corps féminin et de la femme, de sacralisation. Et finalement, c'est ça même on a l'impression, qui légitime, qui donne plus de poids au contrôle social. Aujourd'hui, on va te sortir des arguments du genre, c'est la femme qui est la gardienne des traditions, elle doit enfanter, elle doit veiller à l'éducation des enfants. Si les pratiques ou les comportements des femmes sont bien, c'est que la nation aussi se porte très bien. Donc, je pense qu'on passe beaucoup par l'idéalisation en disant la femme ne doit pas faire ceci n'est pas digne de la femme sénégalaise, elle est idéalisée, sacralisée, mais c'est aussi un moyen de maintenir le contrôle social sur ce corps-là. C'est juste l'apparence qui est le reflet de la moralité d'une femme. Donc, on a parlé de danse érotique, de la manière de s'habiller. Est-ce que c'est juste l'apparence ou c'est aussi le fait que certaines femmes décident de ne pas avoir d'enfants, certaines femmes décident de divorcer, ou c'est vraiment l'apparence? Là, dans ta thèse, je pense que tu as fait plus allusion à tout ce qui est apparence. C'est vrai que dans la thèse, j'ai fait beaucoup plus allusion aux aspects extérieurs, oui. Mais au-delà, on a aussi beaucoup d'autres choses en fait qui sont comme des attendus, des attentes sociales. Et puis au-delà même la question des fréquentations aussi. C'est pas quelque chose de physique, c'est pas quelque chose d'extérieur, mais ça aussi, ça contribue à vraiment construire une bonne ou une mauvaise réputation. Et les questions de vieilles filles, les questions de elle n'a pas d'enfant, les questions elle est en train d'être dans des postures de bigamie, de vouloir faire la bigamie, l'adultère. Ça aussi, je pense que c'est des éléments qui comptent beaucoup, énormément, en fait, sur la définition même de
qu'est-ce que c'est qu'une bonne femme au Sénégal, qu'est-ce que c'est qu'une femme transgressive au Sénégal. Ça, c'est évident, mais c'est vrai que dans la thèse, on avait beaucoup mis l'accent sur les aspects extérieurs en matière de qualité esthétique, comme je l'ai dit tantôt. Okay. Tu analyses dans ta thèse plusieurs figures publiques perçues comme transgressives. Pourquoi ces femmes-là dérangent dans la société sénégalaise? Ces femmes dérangent parce qu'elles donnent une autre image de ce qui est attendu en fait. Elles montrent une autre image. Tu vois, on a l'habitude de dire dans la société sénégalaise, c'est comme si on peut savoir que des choses mauvaises ou des choses qui sont désignées comme scandaleuses existent, mais on ne veut pas que ça soit médiatisé, on ne veut pas que ça soit publicisé. Et à l'époque, ce qui dérangeait le plus, c'était non seulement les pratiques incarnées, mais également le fait que ça soit médiatisé, le fait que ça soit mis sur la place publique, parce que c'était à l'époque où on commençait avec les flux médiatiques. Les réseaux sociaux, c'est vrai que ça venait de commencer, mais ça n'avait pas l'ampleur que ça a aujourd'hui. Mais quand même, le Sénégal, la société sénégalaise, en fait, c'est comme si ne voulait pas voir ces choses-là publicisées. Une fois que c'est publicisé, c'est là où ça semble davantage choquer. Et ces femmes-là choquent justement parce qu'elles incarnent en fait des valeurs qui sont perçues comme non sénégalaises. De toute façon, dans les justifications des entrepreneurs moraux, on a largement vu le fait qu'ils faisaient référence à comme une perversion extérieure, le fait que les identités sénégalaises soient travesties par un extérieur. On avait beaucoup en fait incriminé et il y avait beaucoup ce discours populiste qui mettait en cause l'Occident. On disait toujours, c'est les valeurs occidentales, c'est tout ce qui vient de l'extérieur, ça c'est pas sénégalais, les femmes sénégalaises ne savent pas ça, on ne connaît pas ça. Et je pense que le fait qu'elles incarnaient des valeurs qui étaient perçues comme non sénégalaises, c'est ça en fait qui a beaucoup aussi mis l'accent sur l'indignation ou en tout cas le tollé en fait que suscitait chaque fois leur action. Par exemple, si on peut se référer carrément aux questions d'adultère. À l'époque, il y avait deux figures qui étaient qui avaient même des soucis avec la justice parce que justement, il y avait des soupçons de bigamie, d'adultère sur ces personnes-là. L'adultère féminin, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu et qui n'est pas du tout accepté. Aujourd'hui, tu vas parler d'adultère masculin, ça va choquer personne. Parce que justement, l'argument qu'on va te sortir, c'est que on est dans un pays où on autorise aux hommes la polygamie et on sait que avant d'aller vers la polygamie, il faut forcément courtiser la personne. Et dans les perceptions, dans les imaginaires collectifs, c'est comme si c'était quelque chose de normal. Alors que l'adultère féminin, c'est quelque chose, en fait, on va te dire non, on n'accepte pas. Ça, c'est inimaginable. Et de toute façon, ça ne concerne pas que l'adultère. Même les autres transgressions basiques, si on parle par exemple un voleur, c'est comme si la société sénégalaise tolérait plus un voleur qu'une voleuse. Quand tu dis que c'est une femme qu'on a attrapée au marché en train de voler, ça va créer quelque chose d'hyper grand en fait. Alors que quand tu parles d'un voleur, c'est comme si l'indignation s'affaiblissait. Donc on a de plus grandes attentes envers les femmes qu'envers les hommes. Est-ce que tu penses que ces pratiques-là, donc de danse érotique, tu as beaucoup parlé de modèles, de mannequins, est-ce que tu penses que ces pratiques-là, elles sont nouvelles ou elles s'inscrivent dans une tradition corporelle ancienne qui a changé de sens? Je pense c'est des pratiques qui ne sont pas nouvelles. Je peux juste donner l'exemple du sabar, les cérémonies de sabar avec le tam-tam. On sait que traditionnellement, ça a été longtemps considéré comme des espaces même d'apprentissage, de socialisation des femmes, de socialisation sexuelle même, j'allais dire. Combien de fois on a vu des cérémonies de sabar où le batteur ou les femmes même entre elles mimaient carrément l'acte sexuel, faisaient des choses en fait qui étaient très érotiques. Et ça ne dérangeait pas. Mais je pense que le moment, la transformation, on peut situer ça, comme je le disais tantôt,
à partir du moment où on a voulu publiciser, on a voulu mettre ça sur les réseaux sociaux, l'Internet, que cette face-là soit en fait visibilisée. Et je pense que même pour la question de l'homosexualité, on peut faire une analyse de ce genre. Parce que les homosexuels ont toujours existé dans la société sénégalaise. On sait que dans les grandes cérémonies, c'était eux qui accompagnaient les grandes dames à vraiment égayer les festivités et tout ça. Mais au moment où on a commencé avec le scandale du mariage gay, c'est parti de ce moment-là où ça a commencé vraiment à cristalliser beaucoup d'indignation. Parce que c'est comme ce que je disais tout à l'heure. La chose peut exister. On sait que ça existe comme transgression, comme quelque chose en fait qu'il ne faut pas faire dans la société. Mais une fois maintenant que c'est publicisé, c'est montré à tout le monde, c'est là, me semble-t-il, qu'il y a eu en fait une modification très conséquente et qui a fait que les indignations ont tendance à s'amplifier maintenant. Parce que c'est comme si l'image là, renvoyée par la transgression, on sait que ça existe, mais on ne veut pas que ça soit vu. Et c'est comme une forme d'ambivalence. Et c'est surtout à ces moments-là où on va voir que la notion même de société est convoquée. Et il y a un chercheur qui disait que les individus souvent convoquent la notion de société quand ils sont confrontés à des épreuves qui les dépassent. C'est là où on parle de société, la société. Mais la question, je pense que j'en ai parlé dans la thèse, quand on parle de société, c'est tout le monde et finalement personne. Et quand on voit que c'est comme s'il y avait un moment de difficulté à prendre position, à juger, à statuer sur les choses, c'est là où on convoque plus la société en disant, par exemple, la société est malade, la société a perdu ses valeurs, il faut qu'on redresse la société. Mais c'est qui la société? Et qui va faire ce travail de redressement? Apparemment, ça passe par les femmes. C'est les femmes qui doivent être bien rigoureuses. Sur les rails. Exactement. Et à chaque fois que leur corps montre quelque chose qui n'est pas conforme avec les normes, avec les attentes sociales, c'est là où on voit, il faut revoir les valeurs sur la société. La société va mal, il y a des choses qui clochent. Et puis on commence encore et encore avec cette phase de moralisation publique. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des entrepreneurs de la moralité? Donc, je pense que c'est beaucoup de religieux, des médias. Quel est le rôle des médias plutôt dans la surveillance du corps féminin? Comment ils arrivent à policer en fait le corps des femmes? Je pense que surtout les entrepreneurs moraux, ils jouent beaucoup sur la carte de, faire peur à la société. C'est pourquoi j'ai parlé de panique morale. Parce que c'est le fait de penser de percevoir des actions, un événement qui arrive comme hyper dangereux pour la société. Et souvent, ça donne lieu à des réactions disproportionnées. Et ça arrive très souvent. Une situation arrive, les entrepreneurs moraux, leur premier argument, c'est d'ameuter tout le monde, de faire ce qu'ils appellent, ils se considèrent même quelquefois comme des lanceurs d'alerte dans ces situations-là pour dire, nous, on doit sonner l'alerte quand ça ne va pas, pour que pas qu'on ait des choses après qui vont tomber sur le Sénégal. Et il y a beaucoup de symbolique en fait derrière, où ils disent, par exemple, quand dans une société, on a beaucoup de mauvaises pratiques qui se passent, on a beaucoup de choses qui ne vont pas, Dieu peut amener des choses, en fait, comme ce qu'ils appellent en Wolof, sous forme de balades, de catastrophes naturelles. Et ils jouent beaucoup, en fait, sur ces choses-là, pour pouvoir, en fait, amener la société et quelquefois même amener les politiques à réagir sur les situations. Aujourd'hui, quand il y a scandale, c'est parce que les entrepreneurs moraux font beaucoup de pression que les politiques même sont quelquefois obligés d'activer l'action publique, l'action judiciaire même, j'allais dire tout court. Parce que quand il arrive, par exemple, des situations comme ça qui sont perçues comme scandaleuses, observe bien, à chaque fois que les acteurs religieux se lèvent ou les entrepreneurs moraux
et qu'ils disent, qu'ils font des communiqués, voilà, qu'ils sonnent un peu la mobilisation, c'est à partir de ces moments-là que tu vas voir qu'il y a une activation même de la justice. Et c'est comme s'ils pouvaient aussi jouer ce rôle de pression derrière les politiques, derrière la justice pour pouvoir en fait enclencher quelque chose. Et les acteurs médiatiques, je pense qu'ils sont aussi dans un schéma similaire. Parce qu'à l'époque, il y avait la presse people. Et la presse people comptait beaucoup sur l'événementiel, le sensationnel, le rocambolesque, quelque chose qui pouvait en fait attirer les lecteurs. Et il y avait beaucoup en fait de publicisation de ces scandales-là, surtout à Mœurs, parce que dès qu'on voyait des faits comme ça au niveau des journaux à l'époque, tout le monde voulait en fait acheter. Tout le monde voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé avec tel chanteur, qu'est-ce qui s'est passé avec tel mannequin. Et les acteurs médiatiques qui étaient là à l'époque, je pense qu'arrivaient beaucoup aussi à faire vendre les contenus à travers cette publicisation-là qui était devenue finalement quotidienne. Parce que c'était à une époque où les flux médiatiques n'étaient pas si développés que ça. On n'avait pas encore les types de WhatsApp, on n'avait pas encore les groupes où on peut faire diffuser les choses rapidement, mais on avait cette presse qu'on appelait, je ne sais pas, à tort ou à raison d'ailleurs, presse de caniveau, pour dire que c'était une presse voilà, qui pouvait montrer tout et n'importe quoi. Et on sentait aussi derrière cette presse people cette volonté de vouloir sortir des choses coûte que coûte autour de ces faits-là qui peuvent être perçus comme scandaleux, qui peuvent être perçus comme transgressifs. Okay. On va revenir un peu avec ces femmes scandaleuses. Est-ce que tu penses qu'elles peuvent influer sur les normes sociales? Bon, influer sur les normes sociales, moi, à l'époque, je pense que j'avais parlé qu'elles pouvaient contribuer à banaliser certains faits, à rendre ça normal, à routiniser ça dans la société sénégalaise. Parce que je me rappelle, les premiers scandales, c'était quelque chose d'hyper choquant, mais aujourd'hui, ça choque personne en fait, moi j'ai l'impression. Parce qu'on voit tellement de scandales, on voit tellement de faits en fait qui remettent en cause certaines normes. Aujourd'hui, par exemple, tu vas voir des lives sur TikTok où des femmes peuvent s'insulter à longueur de journée, ou voilà, des pratiques même qui étaient à l'époque 15 ans de cela, 10 ans de cela, étaient vraiment perçues comme très transgressives. Aujourd'hui, c'est comme si on était en train de banaliser, c'est comme si nos imaginaires étaient en train de s'adapter aussi à ces choses-là. Je ne sais pas si c'est le fait de la démultiplication des scandales ou c'est le fait de l'accessibilité des flux médiatiques, des médias et tout ça. Mais je sais qu'il y a eu un changement en fait. Si on regarde le Sénégal il y a 20 ans, 15 ans et ce qui se passe aujourd'hui en termes de qu'est-ce qu'on tolère pas, sur quoi on ferme les yeux, sur quoi on ferme pas les yeux, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que ces femmes-là ne se positionnent pas de façon consciente comme des personnes qui sont là à questionner les normes. Elles font ce qu'elles font. Hein. Le plus souvent, c'est des artistes. Elles sont dans des logiques d'innovation. Elles veulent changer les choses. Quelquefois, elles veulent avoir le buzz. Elles veulent avoir plus de vues. Donc, elles font des choses sans même se questionner sur des aspects liés à la reconfiguration, des questions de genre ou des questions de moralité, des questions d'imaginaire. À l'époque, elles n'étaient pas sur ça. C'est pourquoi l'autre jour, je te disais que cette thèse, il faut que je la réactualise pour voir ce que les contenus à l'époque peuvent devenir aujourd'hui et ce que les analyses aussi à l'époque sont devenues. Peut-être qu'il y a eu des transformations. Ça... Moi, ce qui m'a beaucoup marqué aussi dans la thèse, je pense que tu le dis à un moment donné, c'est finalement... Tu vois, la perception du corps féminin change avec tous ces scandales qui ne sont plus aujourd'hui des scandales, avec les réseaux sociaux, TikTok et tout ça. Et finalement, le changement, il vient du bas, si on veut dire. Il vient de ces groupes de femmes en griffe marginale qui, en fait, arrivent à changer le regard de toute la société sur les corps des femmes. Même si
les normes restent en disant qu'une bonne femme doit s'habiller de telle manière ou de telle manière, mais en fait, ça ne choque plus au point où c'est accepté. Donc finalement, c'est un groupe marginal qui arrive à changer la société. Oui, c'est ça, Elena. Et je pense que même dans la thèse, je disais que c'est pas des décideurs, c'est pas des grandes décideuses, hein. C'est pas des personnes à qui on va dire on va vous inviter pour telle politique, on veut mettre en place un tel dispositif. Mais c'est des femmes, en fait, qui arrivent à faire quelque chose aux imaginaires collectifs. Et en matière même de réussite sociale, on voit que les imaginaires ont largement bougé. En matière de conception, qu'est-ce que c'est aujourd'hui réussir? À l'époque, on sait qu'on avait beaucoup misé sur les figures des intellectuels, la figure voilà, du directeur général. Aujourd'hui, c'est plus ça, hein. À un certain moment donné, on est passé par les figures du sport avec les lutteurs, avec les figures aussi des célébrités créées par les médias surtout. Mais aujourd'hui, on va aussi voir vers une autre célébrité. C'est les influenceurs, ce qu'on appelle les influenceurs, influenceuses. On voit aussi comment elles sont suivies, comment elles sont regardées, comment on leur donne quelquefois voilà, du crédit, même sur certains aspects, on leur demande conseil. Donc, tu vois même la place qu'elles sont en train de jouer au niveau des masses populaires. Je pense que ça aussi, ça permet de questionner des dynamiques qui se passent par le bas, mais qui arrivent aussi à faire quelque chose sur l'ensemble de la société. Ouais. Depuis ton terrain, est-ce que tu observes des évolutions dans la manière dont la société sénégalaise regarde ces femmes et leur corps? Est-ce que ça bouge? Moi, je pense que ça bouge, hein. Je prends juste l'exemple de la chirurgie esthétique. Et là, quand j'observe ça, je me rends compte que les choses sont en train de bouger. À l'époque, on pouvait donner l'impression d'avoir de grosses fesses, mais on ne disait pas qu'on a fait la chirurgie. On ne parlait pas de ces astuces. Même si on prenait des astuces pour avoir de grosses fesses, on ne disait pas. Mais aujourd'hui, tout le monde le dit. Tout le monde fait comme un coming out en disant « Moi, j'ai été en Tunisie pour me faire opérer les seins, je ne me sentais pas bien avec mon ventre, je l'ai fait. » Je pense que ce regard aussi qu'on a aujourd'hui de la part des femmes hein, sur leur propre corps, ça a changé. Avant, je me rappelle, une femme pouvait avoir des formes qui ne sont pas généreuses, mais préférer, il y a même un terme en Wolof pour le dire, këfalu, c'est-à-dire porter plusieurs pagnes pour paraître, voilà, avoir des rondeurs. Ça, c'est des choses aujourd'hui, on voit des transformations. Aujourd'hui, c'est les fausses hanches, les fausses fesses. On le montre publiquement, tout le monde le sait, y compris même les hommes savent qu'il y a toute une opération en fait de transformation sur les corps des femmes. Et qu'aujourd'hui même, c'est comme si c'était décomplexifié le fait de se dire je suis capable d'apporter des changements sur mon corps qui ne me plaît pas. Je pense que ça, c'est quand même un changement qui est en train de se faire dans la société sénégalaise. Est-ce que c'est le fait de ces femmes-là ou est-ce que c'est le fait finalement de la globalisation et de la mondialisation? Je pense que c'est des deux côtés. Aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit tantôt, dans des contextes tellement mondialisés où aujourd'hui le tourisme esthétique, c'est quelque chose en fait qui est connu partout. Et peut-être que les Sénégalais sont en train de découvrir ça, mais je pense qu'aussi il y a cette logique de décomplexifier les choses en fait, de se dire c'est mon corps, voilà, telle chose ne me plaît pas, je peux changer ça, telle chose ne me va pas. J'ai aussi ce libre arbitre de dire que je vais faire une opération, je vais faire de la chirurgie esthétique. Je pense que c'est des deux côtés. C'est vrai que la mondialisation, l'accessibilité même de ces choses-là à la population sénégalaise et aux femmes notamment, c'est quelque chose en fait qui est aussi rendu possible, qui est rendu facile par tout ce qui est flux médiatique aujourd'hui qui sont vulgarisés. Okay. Une dernière chose que tu aimerais rajouter, un message, un souhait, une réflexion?
Une réflexion, bon, aujourd'hui, j'observe de très loin ce tourisme esthétique-là dont j'ai parlé tout à l'heure. Les corps, comment les corps féminins sont retravaillés aujourd'hui, partout. Et quand je dis ça, je pense au phénomène skin light. En même temps que je pense au phénomène skin light, je ne peux pas m'empêcher, en tant que défenseur des droits des femmes, du bien-être des femmes, de penser à des questions de santé. Chaque fois, je me dis, qu'est-ce que ça sera une femme qui se blanchit la peau à l'extrême? Elle aspire à avoir un bien-être, elle aspire à être bien dans sa peau. Mais qu'est-ce que ça sera d'ici 10 ans, 15 ans? Est-ce que les implications là sont connues par toutes les femmes? Je ne peux jamais m'empêcher de penser à ça. Quand je vois des femmes aussi prendre des produits pour grossir, que ce soit des sirops ou des formes de gélules, je me dis toujours, est-ce qu'elles sont conscientes? Récemment, il y a eu un décès, non, d'une femme qui est allée en Turquie. Il y a eu un décès. Ouais. C'est vrai que les questions de choix sont là. Pour moi, en tant que défenseur des droits des femmes, le libre arbitre, la question des choix doit être déterminante. Mais ça ne doit pas aussi sous-estimer les questions de santé publique. Je pense que même, ne serait-ce que par rapport à tout ce qui est sensibilisation qu'on doit faire, on doit beaucoup insister sur ça. Parce que tout le monde n'a pas la capacité d'avoir accès aux bonnes informations. Notamment savoir que la chirurgie esthétique, ça peut aussi tourner mal, ça peut aussi avoir des effets pervers. Tout ça, je pense qu'il est encore de notre devoir, défenseur des droits des femmes, défenseur du bien-être des femmes, d'insister sur ces aspects-là tant qu'on peut le faire. Même si on ne doit pas aussi savoir que les femmes aussi ont le choix de faire ou de ne pas faire telle chose, de disposer de leur corps. Mais aussi, je pense que cette sensibilisation, ça peut être quelque chose d'essentiel, surtout pour celles qui ne comprennent pas les véritables enjeux. Merci beaucoup, Awa. Merci beaucoup. La richesse se trouve dans tes mains. Bats-toi et construis ton lendemain. Prends ce qui t'appartient. Étends tes ailes et que ta limite soit le ciel. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, à commenter et à le partager.